barons de la politique nationale, des gens qui connaissent d'une certaine façon le pays. On a essayé de faire de l'exclusion et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train d'être rattrapé dans le temps. Donc, c'est pour vous dire tout simplement qu'on a commis des erreurs. En dehors de ça, il y a par exemple ces scandales qui se sont succédés. Aujourd'hui, on peut dire, sans se tromper, que ces 75%-là ont pris de l'eau. Oui. À ceci près que celui qui a été élu, c'est Boni Yayi et pas les autres, que précisément les autres ont perdu. C'est lui que les Béninois ont choisi président. Mais si vous permettez, André, rapidement, je vais dire deux choses. La première, me semble-t-il, c'est quand on voit le chef de l'État en nation, on a quand même l'impression qu'il a cette tendance-là à opposer les uns aux autres, à s'indigner, à désigner des fautifs. Je crois que ça n'a pas arrangé tout à fait enfin, le bilan, quand vous dites 75% en péril. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce mandat-ci, peut-être d'autres avant, ce mandat-ci est essentiellement, ou a été essentiellement sur fond de ruse, de rogne et de malentendus. Bon, aujourd'hui, par exemple, personne ne sait ce que c'est que le contrat commun. Quel contrat est-ce que nous avons avec le chef de l'État? Il y a mieux. Personne ne maîtrise même la mission du chef de l'État chez nous. À partir de ce moment-là, des malentendus peuvent très nombreux s'introduire. Je veux dire une chose. Il y a que... nous avons élu le chef de l'État sur la base d'un mot mana. Mana Mogu. Vous avez dit changement. Mais changement de quoi? Changement de qui? Changement par rapport à quoi? Ce que nous avons adoubé peut-être, c'est la vision du chef de l'État. Mais qui connaît quelque chose à la vision du chef de l'État? À part le chef de l'État lui-même. C'est-à-dire que nous avons construit un contrat, me semble-t-il, avec Boni Yayi, sur la base d'un malentendu terrible. À partir de ce moment-là, et c'est à son corps défendant. Je ne dédouane pas, mais précisément, il n'est pas le seul à être coupable dans cette affaire-là. À partir de ce moment-là, c'est nous qui n'avons pas été capables d'exigence. C'est les Béninois qui n'ont pas été capables d'exigence. À partir de ce moment, il est clair que si vous ne vous êtes entendu sur rien, vous avez dit à un moment donné émergence. Mais l'émergence, ça veut dire quoi? L'émergence, c'est ce à quoi aspirent tous les États non émergents, tous les peuples non émergents. Donc, à la fin, c'est du vent. Il y a, me semble-t-il, une marge... mettons, d'incompréhension qui s'était installée dès le départ. Et à partir de ce moment, on ne peut pas être étonné qu'il y ait ce sentiment diffus de désamour, parce que précisément, on ne s'était pas bien entendu au départ. André. Oui, c'est tout à fait pertinent ce que vous avez dit, Winner. Vous savez, plus cher est l'offenseur et plus grande est la déception. Vous avez demandé, par rapport à la question que vous avez posée à Léon, 75% de Béninois ont porté Boni Yayi au pouvoir. Qu'ils vous souviennent que, ne serait-ce que dans les 18 premiers mois du mandat du président Boni Yayi, il était difficile de trouver des gens pour avoir un regard critique sur l'action du gouvernement. Il était extrêmement difficile, même avec la loupe, on ne trouvait pas des opposants, on ne trouvait pas des gens pour apprécier de façon l'action du gouvernement. Je pense que c'est même lui, il me semble que c'est le président du PAD qui est le premier à sortir cette formule gouvernement ventilateur. Et puis voilà, et même, il a été tout de suite voué aux gémonies. Parce que même ceux qui n'ont pas voté, même les 20% de Béninois qui n'ont pas voté pour Boni Yayi, ils se sont dit, bon, accompagnons le mouvement. Accompagnons le mouvement, ce qui a fait que tout le monde, on était tous laudateurs, on a accompagné. Il y avait de l'espoir. Et cet espoir est passé où? Et aujourd'hui, vous voyez de plus en plus, très facilement, il y a des critiques, de plus en plus, il y a des opposants. Donc, ça montre à quel point, c'est pourquoi quand il dit qu'on n'a pas besoin de sondage, de sondage, ça se voit, c'est évident. Donc, maintenant, ce que vous avez dit, le contrat, c'est vrai, c'est réel. Dans une population analphabète, vous voulez quelle population du Bénin va lire quel programme de quel candidat pour comprendre. Mais vous savez, le logo du candidat Yayi Boni à l'époque, c'était quoi? Kori, ça symbolise quoi? Entre autres, l'argent. Et je me rappelle le meeting du candidat Boni Yayi à Niki, où il parlait Bariba. Et il parlait d'argent. Le candidat banquier, candidat venant de la BOAD, institution financière internationale respectée, parlait d'argent. Vous savez, rapidement, les populations ont adhéré. Oui, vous l'avez dit. Mais maintenant, le mieux-être auquel aspiraient ces populations-là en votant Boni Yayi, est-ce qu'ils l'ont aujourd'hui? C'est la question que l'on se pose. André, vous avez parlé de ce que les programmes, on peut en douter, on peut douter de leur pertinence, donc de leur conclure à l'inanité de ces programmes-là. Ce que les nôtres préfèrent, c'est des dragées, c'est du Coca-Cola, c'est du sandwich. En gros, cela entretient les malentendus, Sulpice. Et juste pour préciser qu'il ne s'agit pas ici
de faire en fait le bilan de Boni Yayi. Pas du tout. On n'est pas outillé. On n'est pas outillé pour ça, pour faire son bilan. Le moment viendra où certains feront ce bilan-là. C'est pour parler des chiffres. C'est-à-dire que c'est pour parier sur l'avenir des 75% historiques récoltés par le candidat Boni Yayi pour succéder au général Mathieu Kérékou. Alors, c'est 75%, c'est vrai. 35% pour Boni Yayi. Après report des voix, l'arithmétique des chiffres, 75%. Et on fait simplement le constat qu'aujourd'hui, Boni Yayi est seul, avec naturellement FCBE qui est arrivé d'ailleurs après son élection. Moi, ce n'est pas FCBE qui a permis. Et ensuite, c'est pas UMPP. Oui, ni FCBE ni UMP. Ce n'est pas ces alliances-là qui ont permis. UMPP, ce n'est pas ces alliances-là qui ont permis d'élire Boni Yayi. Donc on ne connaît pas en fait la capacité réelle de ces deux alliances qui se. Ils ont donné des preuves. Non, ces deux alliances. Ces deux alliances qui se confondent d'ailleurs. Donc moi j'ai de difficultés à faire la différence entre les deux. Donc on verra la capacité. Maintenant, je constate. Le premier que vous avez cité, c'est déjà ça la différence. C'est déjà ça la différence. Juste pour constater qu'aujourd'hui, et le commun des Béninois peut constater, on n'a pas besoin d'institut de sondage. On constate simplement qu'il y a Boni Yayi d'un côté et qu'il y a de l'autre côté le PRD, le MADEP, l'ARB, Force Clé, le G13, la coalition ABT, les syndicats et tout ce monde-là. Et on en déduit que les 75% sont en péril. D'accord. On a un ancien chef d'État et 3 anciens présidents de l'Assemblée nationale, Voilà. dont un ancien Premier ministre. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, sur le plan électoral, ont quand même une certaine expérience et ont déjà prouvé qu'ils sont capables de mobiliser des voix. La preuve, grâce à la majorité de ces personnes-là, Boni Yayi a pu obtenir ces 75% parce qu'il est bon de le rappeler, lui-même valait 30 et quelques % au soir du premier tour de cette élection présidentielle de 2006. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une logique comme celle-là, 75% en péril, qui risque d'endormir les opposants? Est-ce que ça risque pas d'être leur doliprane à la fin? Ils n'ont pas intérêt à se laisser endormir. Moi je dirais que ce ne sont pas seulement les 75% qui sont en péril. Les 35% que Boni Yayi a eu au premier tour sont aussi en péril. Parce que si on s'accorde que ceux-là qui l'ont aidé à avoir les 75% au second tour se sont détachés de lui, l'ont abandonné et qui sont en train de tout faire pour le combattre en 2011, c'est clair qu'il n'aura plus ces 75%-là. En tout cas, pas avec ceux-là. Ça veut dire qu'il n'aura plus ces 75%. Maintenant, ces 35%. Non, mais on est en train de la météo politique. D'accord, mais je suis en train de faire une analyse. Suivez un peu ce que je dis. Voilà. Allez, je dis, finissez. certains l'ont aidé à avoir 75%. Ceux-là ne sont plus avec lui aujourd'hui. C'est qu'il n'aura plus ces 75%-là. Maintenant, si on se base sur les 35% qu'il y a eu au premier tour. Les données peuvent changer. Aujourd'hui, si on se base, c'est vrai que FCBE a peut-être eu le temps de s'enraciner dans certaines régions du pays, mais si on prend les 35% qu'il a eu au premier tour, est-ce que vous pensez que ces 35%-là sont toujours intacts? Parce que pour avoir ces 35%, il a eu droit à un certain soutien, si on pourrait dire populaire. Il y a par exemple que les travailleurs béninois lui ont accordé des suffrages, des voix, mais quand on parle de la société civile qui est aujourd'hui peut-être, parce que Sulpice a parlé, par exemple des syndicats qui sont aujourd'hui, si on pourrait dire, contre lui, c'est que quelque part ces 35%-là sont n'allons pas trop vite. Les travailleurs revendiquent toujours, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont contre. Si vous permettez, lorsqu'on voit les travailleurs aller fonder... Et puis il y a la prime du sortant. Il y a la prime du sortant. Il y a les moyens de l'État. Lorsque les travailleurs parlent et surtout, je vais insister sur le fait que ici, il n'est pas question de savoir qui va perdre en 2011 ou qui va gagner. Mais qui va gagner. C'est de constater. On veut parler de l'avenir des 75%. Et ce que peuvent devenir les 75%, c'est vraiment pas qui va gagner. Donc c'est juste des chiffres. Et des 75%, c'est vrai qu'il est légitime de s'interroger aussi sur les 35%. Parce que les 35% ont été obtenus par l'homme neuf et ont été obtenus par le désir de changement et ont été obtenus aussi par le soutien de la société civile et aussi des syndicats. Non seulement ça, non seulement le soutien de la société civile, et vous faites bien de le rappeler, parce que de plus en plus, aujourd'hui, on entend les gens dire, voilà, on voulait les syndicalistes aux cérémonies parce qu'on les a coquinés avec des acteurs politiques. Et ceux-là, il me semble un peu